Merci, Madame la sénatrice et chère Esther Benbassa, sans qui ce colloque aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Je dois le dire, j'ai pu le mesurer, même dans la revue que j'ai la joie de diriger, la revue L'Histoire, qu'il n'est pas évident aujourd'hui en France de poser cette question, qui est le titre de notre table ronde, Israël-Palestine vers une société d'apartheid, point d'interrogation. Merci, merci Esther Benbassa, merci Esra Siam, avec qui nous avons préparé en effet ce colloque, et je suis heureuse qu'on puisse discuter de cela en toute liberté et en toute sérénité ce matin. L'apartheid, c'est d'abord une histoire. C'est l'histoire d'un régime qui est mis en place, on le sait, en 1948 en Afrique du Sud par le Parti national purifié de Daniel Malan. Il imposait à une population noire majoritaire une séparation radicale, apartheid en afrikaans, l'interdiction des mariages et même des relations sexuelles entre noirs et blancs, une séparation stricte dans tous les lieux publics, les bancs, les ascenseurs, les postes, restaurants, piscines, même les plages en 1960. Bientôt, l'apartheid urbain a imposé aux Noirs de vivre à l'écart des villes, dans des quartiers séparés, townships, où ils sont conduits en convoi après la destruction en général de leurs maisons à coups de bulldozer. Dans les années 1950, le grand apartheid, puisqu'il y a toute une série de lois, refoule les Noirs qui ne peuvent trouver de travail en ville dans des réserves de l'arrière-pays qu'on appelle Bantoustan. Le régime, on le sait, on ne va pas raconter son histoire, même si c'est un peu mon métier d'habitude, prend fin en 1994. Mais entre-temps, l'apartheid est devenu un crime. Il est entré, Rima Hassan nous le dira précisément tout à l'heure, il est entré dans le droit international, d'abord par une convention de l'ONU en 1973, qui incrimine la ségrégation et les discriminations comparables à celles pratiquées en Afrique du Sud, et qui vise à priver un groupe racial. Alors, racial en droit international, nous en reparlerons sans doute, n'a pas tout à fait le même sens qu'on l'a dans le langage courant, à les priver de droits et de libertés, à les empêcher de participer à la vie politique, sociale, culturelle, économique du pays, à leur imposer des lieux de résidence ou des conditions de vie qui amènent éventuellement à sa destruction. La Cour pénale internationale, en 1998, par le statut de Rome, a défini à son tour un crime d'apartheid. Des actes inhumains commis par un régime d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial. C'est sur cette base que des organisations internationales, et nous en parlerons bien très vite, tout de suite, ont établi des rapports qui visent à incriminer en Israël des restrictions de droits, évidemment de plus en plus drastiques, imposées par Israël aux Palestiniens, notamment dans le cadre de la colonisation. Alors, le mot, je le disais en introduction, et on le sait, il ne va pas de soi de l'utiliser, peut-être plus en France d'ailleurs, même qu'en Israël. On le disait tout à l'heure. C'est important de pouvoir réfléchir sur le mot, puisqu'il il sonne comme une insulte. C'est le symbole, tous les professeurs le savent, tous les journalistes le savent, c'est le symbole d'un régime raciste honni qui a été combattu par les démocrates, oui, enfin souvent, même parfois avec un peu de retard, et par les humanistes du monde entier. Récemment, sur une chaîne de télévision, Delphine Orwiller comparait le mot à une bombe en disant « dès qu'il est prononcé, le dialogue devient impossible ». Alors c'est quand même ce qu'on va essayer de faire ce matin, de démêler les questions. En gros, autour de 3 points. Quel point commun entre ce régime d'Afrique du Sud, qui a inventé ce mot d'apartheid, et le régime d'Israël, qui, dans le cadre des frontières de 1948, on va quand même le rappeler, on l'a un peu dit tout à l'heure, reconnaît à 2 millions environ de Palestiniens d'Israël des libertés personnelles de mariage, de résidence, de circulation, l'accès aux écoles, aux universités, aux hôpitaux, le droit de voter, d'être élu à la Knesset. Quels sont cependant
les restrictions de droit depuis longtemps, et récemment qui se sont aggravées, on a commencé à le dire ce matin, les restrictions qui s'appliquent aux populations palestiniennes des territoires occupés, et jusqu'à quel point ces restrictions contaminent. On a aussi un peu effleuré ce sujet, on va y aller encore un peu plus, la condition de tous les autres entre Méditerranée et Jourdain. Il s'agit bien évidemment de cette question-là, quel territoire et quel droit, quelles restrictions. Pourquoi, enfin, je crois que c'est important de réfléchir sur le mot, parce qu'on sait que les mots ont une force, les mots sont aussi un pouvoir. Pourquoi ce mot est-il en train, semble-t-il, de s'imposer? Pourquoi est-il préféré à d'autres, et notamment à la condamnation qui existe, après tout, en droit international aussi, depuis la résolution de 142 de l'ONU en 1967, qui a quand même très clairement, même si elle n'a pas été suivie des faits, très clairement condamné la colonisation des territoires occupés. Donc, nous allons aborder tout cela dans le respect des 10 minutes, en commençant, il me semble que c'est logique de commencer par, au mépris des règles de bienséance qui voudraient qu'on commence par les dames, mais bon, là voilà, c'est la République, et on commence par Monsieur Jean-Claude Samouillet. Monsieur Jean-Claude Samouillet, vous êtes président depuis juin 2022 d'Amnesty International France, et donc vous venez nous parler ce matin de ce rapport qui, au fond, a un peu mis le feu aux poudres, ce rapport d'Amnesty qui est intitulé l'apartheid commis par Israël contre les Palestiniens, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité. Alors pourquoi le choix de ce mot et qu'est-ce que ce rapport, Jean-Claude Samouillet, s'il vous plaît? Merci de m'avoir invité à ce colloque. Nous avons publié en effet ce rapport sur l'apartheid en Israël et dans les territoires palestiniens occupés le 1er février 2022, donc il y a tout juste un an. C'est un rapport qui nous a pris 4 ans de travail et qui fait 300 pages. Donc c'est un rapport qui est très très important. C'était un dossier qui n'est pas anodin pour Amnesty International. Il a fallu qu'on travaille pendant 4 ans pour collecter des informations, pour lire les lois, pour lire les ordonnances militaires, pour regarder les plans d'occupation des sols, pour analyser les arrêtés, pour lire les rapports de l'ONU, pour rencontrer des gens, des Israéliens, pour rencontrer des Palestiniens, pour recroiser un petit peu tout ça et rencontrer des experts internationaux pour être sûr que ce que nous avancions tenait la route sur le plan juridique. Et nous en avons toutes ces informations, toute cette collecte d'informations, toute cette matière première, nous l'avons mis au regard du droit international. Et effectivement, comme vous le citiez, il y a 3 textes auxquels on se réfère en matière d'apartheid. Le premier texte date de 1965, c'est sur la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Le deuxième texte est de 1973 pour l'élimination du crime d'apartheid. Et le troisième texte date de 1998, c'est le traité de Rome qui porte création de la Cour pénale internationale. Et nous avons mis tout ce que nous avions collecté en face de ces 3 textes. Et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait bien, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, d'une situation d'apartheid. Une situation d'apartheid nécessite 3 critères. Le premier critère, c'est un système d'oppression et de domination d'une communauté raciale, d'un groupe racial sur un autre. Mais encore, vous l'aviez, je crois, évoqué, racial, c'est au sens large du terme. C'est au sens juridique international du terme. Ça ne veut pas dire qu'on parle ou qu'on parlait, lorsque ce rapport est sorti, de suprémacisme d'aucune sorte. C'est vraiment la domination d'un groupe sur un autre. La deuxième contrainte, enfin le deuxième critère pour qualifier une situation d'apartheid, c'est le recours à des moyens inhumains pour maintenir cette situation d'oppression et de domination. Donc c'est les disparitions forcées, enfin c'est les transferts forcés de population, c'est la torture, ce sont les homicides illégaux, tout un tas de choses que nous avons documentées et sur lesquelles nous allons revenir. Et puis le troisième critère, c'est que cette domination s'inscrive sur la durée.
Et nous en sommes arrivés à la conclusion que, ben voilà, on était vraiment face à une situation d'apartheid. Alors pourquoi Amnesty s'est lancé dans ce vaste chantier, dans cette question importante et épineuse à certains plein d'égards? C'est que nous avions dénoncé depuis des décennies les exactions commises d'un côté comme de l'autre par rapport aux populations, par rapport au droit international humanitaire ou au droit international des droits de l'homme. Mais à ne s'occuper que des conséquences, on n'avait aucun impact. Les choses ne bougeaient pas et on s'est dit, maintenant il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on analyse pour voir qu'est-ce qui génère de telles violations et de telles atrocités. Et nous avons étudié donc le système qui est mis en place par le gouvernement israélien et nous en sommes arrivés effectivement au regard du droit international à décrire cette situation comme une situation d'apartheid. Donc le premier critère, c'est domination d'un groupe racial sur un autre. Alors, le premier paquet, si on peut dire, c'est l'oppression, c'est la fragmentation. C'est-à-dire que les autorités israéliennes ne font pas face à un peuple palestinien, mais l'ont fragmenté. C'est divisé pour régner, divisé pour contrôler. Il y a une fragmentation territoriale. On sait qu'il y a des Palestiniens qui habitent en Israël, il y a des Palestiniens qui habitent à Jérusalem-Est, il y a des Palestiniens qui habitent en Cisjordanie, il y a des Palestiniens qui habitent à Gaza, et puis il y a des Palestiniens qui sont des réfugiés. Et ces Palestiniens ne sont pas soumis aux mêmes droits. À Jérusalem-Est et à Israël, c'est sur le droit civil. En Cisjordanie et à Gaza, en Cisjordanie, c'est les ordonnances militaires. Hein, c'est la justice militaire qui s'applique aux Palestiniens, alors que les colons qui habitent également en Cisjordanie sont soumis au droit civil israélien. Et puis les réfugiés, c'est le statut de réfugiés. Donc tous les Palestiniens ne sont pas soumis aux mêmes règles de droit. Tous les Palestiniens n'ont pas les mêmes passeports, entre guillemets. Il y a des Palestiniens qui ont la carte bleue, d'autres qui ont une carte verte, qui régit toute leur vie quotidienne. Certains, selon qu'on a la carte bleue ou la carte verte ou le statut de résident permanent à Jérusalem-Est, on n'a pas la possibilité de se déplacer à l'intérieur même des territoires de la même façon. On n'a pas les mêmes droits, on n'a pas la même liberté d'aller à l'étranger. À Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Il faut appeler les choses par leur nom et les personnes ne peuvent pratiquement pas quitter Gaza pour se rendre à l'étranger, ni d'ailleurs en Cisjordanie, ni d'ailleurs à Jérusalem-Est et encore moins en Israël. Les personnes qui sont en Cisjordanie, si elles veulent se rendre à l'étranger, doivent prendre l'avion en Jordanie ou dans un autre pays, mais ne peuvent pas utiliser les aéroports israéliens, alors que les Palestiniens de Jérusalem-Est ou d'Israël peuvent le faire, mais avec également des restrictions. Donc on voit que tous les Palestiniens il y a une fragmentation légale. La deuxième chose, c'est la privation de nationalité. Enfin, les Palestiniens qui habitent en Israël, ils sont citoyens israéliens, mais n'ont pas la nationalité israélienne. À Jérusalem-Est, ils ont un statut de résident permanent qui peut leur être enlevé s'ils s'éloignent trop longtemps de Jérusalem-Est pour faire des études, pour avoir un emploi, ou parce qu'ils ont un discours qui ne convient pas aux autorités israéliennes. C'est le cas de Salah Hamouri depuis le 18 décembre, en fait. Hein. Son statut a été révoqué et il a été déporté, si on peut dire, en France le 18 décembre. En Cisjordanie, il n'y a pas ni nationalité, ni citoyenneté, et à Gaza, c'est le blocus, et les gens ils sont là, ils peuvent, ils n'ont aucune reconnaissance en matière de citoyenneté. Il y a une restriction aussi, le bouleversement de la vie familiale, avec la fin de la réunification familiale depuis 2000, c'est-à-dire qu'une personne qui vit en Cisjordanie, si son conjoint est domicilié à Gaza et qui vit en Cisjordanie, du jour au lendemain, il peut se voir renvoyé à Gaza. Donc cette personne-là ne peut pas ouvrir un compte en banque, ne peut pas avoir un travail déclaré, parce que tout le temps, il peut être soumis à le régime militaire qui peut le renvoyer à Gaza. Donc c'est vraiment la précarité absolue. Et puis des restrictions du droit à participer à la vie politique. Donc on ne va pas revenir, mais sur l'interdiction des ONG, il y a encore une interdiction au mois de décembre, il y en avait une au mois d'août. Ce sont des ONG de défense des droits des Palestiniens, ce sont des défenses des droits de l'homme, mais c'est également des ONG de santé ou de développement de l'agriculture. Donc tout est fait pour que la vie politique des Palestiniens soit réduite à portions congrues. Ça, c'est le premier point qui nous a permis de qualifier cette situation de domination et d'oppression. Le deuxième point, c'est la dépossession des terres et des biens fonciers. Donc il y a la
terrible, mais d'une injustice flagrante, loi sur les absents. Hein, les absents, parfois, ils sont à 10 km, ils sont à 20 km, mais ne peuvent pas retourner. Vous le citiez tout à l'heure, madame, dans le village d'origine, avec leur champ d'origine et les maisons d'origine. C'est l'octroi des permis de construire. En 2020, il y a eu un permis de construire pour un Palestinien et 1094 pour des Juifs israéliens. Et si une habitation n'a pas de permis de construire, elle peut être démolie très rapidement, du jour au lendemain. Et c'est ainsi qu'on a documenté qu'en 2013 et 2018, 72 798 habitations avaient été démolies. Il y a 18 démolitions par jour, en fait. Par semaine. Et on estime aujourd'hui qu'il y a 50 000 habitations qui pourraient être détruites en fonction de cette mais injustice flagrante, pas de permis de construire. Donc si je construis, je peux avoir ma maison démolie. C'est quand même... Et ça, y compris en Israël, avec les populations bédouines. Il y a 35 villages bédouins qui ne sont dans le Negev, Nakab, qui ne sont pas légaux. 65 000 personnes habitent dans ces villages qui n'ont aucune existence légale et dont les maisons peuvent être détruites. D'ailleurs, je crois qu'il y a un transfert forcé de population dernièrement dans un village du Negev, Nakab. Ensuite de ça, c'est les colonies. Et là aussi, colonies, c'est un crime de guerre au regard du droit international. Et un État qui proclame dans sa campagne électorale et qui proclame dans la loi de 2018, la loi fondamentale, que la colonisation est une valeur nationale, ça veut dire que cet État érige en valeur nationale un crime de guerre. Et ça, c'est vraiment insupportable. Et donc, nous avons recensé, alors fin 2020, 441 000 colons et 272 colonies et qui possèdent 10% de la Cisjordanie. Les choses ont malheureusement évolué dans le mauvais sens depuis. Et puis, le troisième critère, donc le premier c'était l'oppression, le deuxième critère c'était la dépossession des terres et du foncier, et la troisième c'est l'étouffement économique. Il est flagrant qu'il suffit de se rendre en Palestine, enfin si je puis dire, pour se rendre compte qu'il y a des checkpoints de partout, des murs, des barbelés, des routes qui sont réservées pour l'acheminement dans les colonies. Comment peut-on se développer économiquement? Comment peut-on vendre les produits de son travail si on est empêché, si on est bloqué à un checkpoint de 1 heure à 3 heures, enfin voilà, sans qu'on ait soit en sécurité de déplacement. Il y a des chiffres qui sont très révélateurs de mon point de vue. C'est l'eau, la consommation d'eau par habitant et par jour. Un Palestinien en Cisjordanie consomme 70 litres d'eau par jour et par personne. C'est 300 litres d'eau en Israël et c'est 369 litres d'eau dans une colonie. Et donc, on sait qu'il y a des sources qui ont été captées, qui ne peuvent plus alimenter le village traditionnellement alimenté par cette source, qui ont été captées pour la colonie juive israélienne. Moi, Amnesty International, on soutenait le village de Nabi Saleh, par exemple. Nabi Saleh, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres de Ramallah. Ben, la source a été captée par la colonie qui s'est installée à côté du village de Nabi Saleh. Un village d'agriculteurs, ils ont 10 heures d'eau par semaine, donc l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit l'agriculture, faire pousser des choses, sans eau, c'est un peu compliqué. Un autre critère, un autre indicateur... Une minute pour conclure. Alors, s'il reste une minute, pour faire perdurer cette situation d'apartheid, c'est de recours à des moyens inhumain, c'est la torture, c'est la détention administrative, c'est-à-dire sans inculpation et sans charge. Salah Hamouri, dont je parlais, a été détenu, il a passé un tiers de sa vie en prison, mais enfin, la dernière fois qu'il était détenu, il restait 9 mois sans inculpation, sans charge, dans une prison israélienne. C'est des exécutions sommaires. Nous avons des homicides illégaux, 4 868 entre 2000 et 2017, dont 1793 enfants. Et l'année 2022, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, est une année terrible. Il y a eu 220 Palestiniens tués, 29 Israéliens, il faut dire les choses aussi. Alors sur les 220 Palestiniens, 48 enfants et 9500 blessés. Et du côté israélien, c'est 29 personnes tuées, un enfant et 230 blessés. Donc on voit bien quand même que la situation ne peut pas renvoyer les deux parties sur le même plan. Voilà. Beaucoup. Et puis c'est l'impunité. Pour finir, c'est l'impunité qui permet de laisser cette situation. Merci. Sans confondre les
degré de gravité, il y a quelque chose d'inhumain à vous arrêter dans vos exposés, mais vraiment, merci de jouer le jeu et de respecter les 10 minutes. Je voudrais signaler à quel point dans la salle, nous avons vous avez parlé de l'eau, c'est très important, un grand historien que vous entendrez cet après-midi, qui a montré, qui a étudié à quel point le partage de l'eau, Vincent Lemire, qui est ici, et qui a étudié cet enjeu considérable, évidemment, au début du siècle, dans la Jérusalem ancienne. Alors, merci beaucoup, Jean-Claude Samouillet. Alain Gray, je vous donne la parole tout de suite. Vous êtes ancien rédacteur en chef, vous connaissez au monde diplomatique. Aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes même le directeur d'Orient 21, un journal en ligne, et vous souhaitez intervenir, je crois que c'est bien que vous le fassiez maintenant, justement sur le mot, l'usage du mot apartheid et les réticences qu'on peut avoir à l'employer. Alain Grèche, pour 10 minutes. Bien, merci. Oui, depuis que le rapport d'Amnesty est sorti, je suis frappé par les réticences, non seulement des soutiens de la politique israélienne, mais même de gens qui se sont battus en faveur de la cause palestinienne sur l'usage du mot apartheid. Alors qu'on a une organisation comme Amnesty International qui a quand même une grande réputation, qu'on a une organisation comme B'Tselem, une organisation israélienne qui proclame ce mot apartheid, alors même qu'aujourd'hui en Israël, quasiment les officiels reconnaissent ça, puisque comme vous savez, le 19 juillet 2018, le Parlement a adopté, et ce n'était pas un Parlement d'extrême droite, c'était un Parlement dans lequel les centristes ont voté, une loi qui s'appelle Israël en tant qu'État-nation du peuple juif, qui proclame haut et fort l'exercice du droit à l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est réservé au peuple juif, avec toute une série de conséquences concrètes qui donnent plus de droits aux juifs israéliens qu'aux palestiniens israéliens. Voilà. Donc, pour moi, les choses sont claires et je me suis interrogé pourquoi je sens autour de moi, dans les gens avec qui je discute, des réticences. Et je crois que c'est le résultat du fait que nous sommes les héritiers de batailles en Europe qui ont commencé en 1967 avec l'idée qu'il fallait d'abord reconnaître les droits des Palestiniens. Et il faut dire que la France du général de Gaulle et ensuite de Pompidou, mais même celle de Giscard d'Estaing, ont joué un rôle très important dans cette reconnaissance, envers et contre tous, et ont fait adopter par l'Union européenne d'abord et puis par la communauté internationale deux principes fondamentaux. Un, le droit à l'autodétermination des Palestiniens, et deux, qu'il fallait négocier avec l'OLP. Et petit à petit, cette reconnaissance est inscrite dans une idée qu'il faudrait une solution à deux États. C'était assez confortable d'une certaine manière, bien que pour ceux qui ont participé à ces batailles, on sait à quel point ça a été difficile d'imposer l'idée de la reconnaissance des droits palestiniens, l'idée d'un État palestinien. Mais c'était quand même, en gros, notre mode de pensée depuis maintenant 20 ans. Or, d'une certaine manière, sur le terrain, c'est terminé. Je veux dire, les gens qui ont une illusion, qui pensent qu'on peut créer un deuxième État palestinien sur le territoire Israël-Palestine, soit c'est des gens qui n'ont jamais été sur le terrain, qui ne savent pas ce que c'est la colonisation, qui ne savent pas comment cette colonisation a enserré le territoire palestinien, soit des gens simplement qui veulent garder cette idée parce que c'est une manière de dire oui, on continue à discuter sur les deux États, et en fait, on sait que de toute façon, c'est bloqué. D'ailleurs, le gouvernement israélien le dit, les Américains le disent aussi, et petit à petit, les Européens, le seul argument que les Européens ont pour continuer à dire, au moins publiquement, qu'ils sont pour les deux États, c'est que si on ne fait pas ça, on fait quoi? Et en même temps, je veux dire, je pense que pour un certain nombre de gens, encore une fois, de soutien du peuple palestinien, ça ébranle un paradigme, et c'est là où entre la question de l'apartheid, qui met en cause, parce que là, on n'est plus simplement sur la question de 1967, on n'est plus simplement sur la question des colonies, on est sur la question de la création de l'État d'Israël et on est sur la question de la nature du mouvement sioniste. Et en fait, la grande difficulté, à mon avis, d'accepter le mot apartheid, c'est parce que la conséquence, c'est qu'on prend conscience concrètement, pour un certain nombre de gens en tous les cas, que le mouvement sioniste a été une partie du mouvement de colonisation à partir du 19e siècle, et qu'il n'est pas très différent. Bien sûr, il est différent, je veux dire, il y a des caractéristiques propres. Il y a une revendication qui est faite au nom des droits historiques et de la Bible, je vois des gens sérieux en France utiliser cet argument qui est risible pour des gens qui
d'un autre côté, se proclament laïques et athées. Et, comme disait Ilan Pappé, les dirigeants sionistes disaient que Dieu leur avait donné la Terre Sainte, et en même temps, ils ne croyaient pas en Dieu. Donc, cet argument, et l'idée que c'était différent, parce qu'il y avait cette relation avec la Terre Sainte, ou la Terre biblique, n'est pas non plus crédible. Il ne faut pas oublier que la colonisation de l'Amérique du Nord ou de l'Afrique australe s'est fait aussi au nom de motifs religieux. Donc il y a des particularités, mais ça a été la même logique. Et ce qui est important, pourquoi c'est important de mettre ça en avant? C'est parce que tous ces mouvements de colonisation étaient nourris par un sentiment de supériorité des colons sur les autochtones. Et c'est intéressant, il y a en 1920 un consul français à Jérusalem qui envoie une lettre à Paris en disant « Tous ces colons qui arrivent, ils sont animés d'un idéal communiste ». Et d'une certaine manière, c'était vrai. Mais l'idéal communiste, ça concernait les Blancs. Ils n'avaient pas une attitude très différente à l'égard des Palestiniens. Et cette mentalité, enfin cette pratique coloniale, qui a été une pratique petit à petit d'achat des terres, d'expulsion des Palestiniens, a forgé cette mentalité coloniale et a forgé l'idée d'une séparation fondamentale, qui n'était pas seulement le cas en Israël-Palestine, qui était le cas en Algérie, qui était le cas en Afrique australe, dans des formes très différentes. Je ne dis pas que tout était la même chose, mais l'idée qu'il y avait des colons européens blancs qui avaient en général, qui avaient tout le temps plus de droits que les autres. Alors, ces droits pouvaient être encore une fois différents selon les classements qu'on faisait des populations dites autochtones. On pouvait reconnaître des évolués, des métis, des mulâtres, trouver 1001 statuts, mais fondamentalement, c'est cette arrogance qui a été inculquée par ce mouvement colonial. Et ce qui m'a frappé quand je réfléchis sur l'échec des accords d'Oslo, et je me dis pourquoi ils ont échoué, une des choses qui me frappe, et je pense que c'est important, c'est le sentiment des négociateurs israéliens que les droits des Israéliens étaient supérieurs aux droits des Palestiniens. C'est qu'on ne négociait pas d'égal à égal. La vie d'un Israélien valait la vie de 100 Palestiniens. Et ça, je dirais, c'était accepté. Je veux dire, ils défendaient leurs intérêts nationaux. Mais dans ces conditions, il ne pouvait pas y avoir d'accord. Je pense que réellement, c'était très difficile. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'accord. Et comme je l'ai dit, ce qui est aujourd'hui posé, c'est cette question d'inégalité fondamentale de reconnaissance des droits. Et c'est pour ça que c'est ça qu'il faut arriver à casser. En Afrique du Sud, c'est important de dire que quand on parle de l'apartheid en Afrique du Sud n'est pas le même que l'apartheid en Israël. Orient 21 a publié hier un article, un témoignage d'un militant ANC qui a été un militant anti-apartheid qui a été en Israël. Il dit en Israël c'est pire que c'était chez nous. Les Bantoustans, je peux vous dire que la situation des Bantoustans, qui était financée par le gouvernement sud-africain avec réellement des investissements importants, était meilleure que certaines situations de camps palestiniens. Il y avait aussi, on dit, bien sûr, il y avait les droits politiques qui sont un élément, mais même l'idée qu'il y avait on dit, il y avait des médecins noirs, il y a des médecins arabes israéliens, mais il y avait des médecins noirs. Il y avait des universitaires noirs, il y avait toute une couche moyenne. Donc, ce n'est pas la même chose que ce qui est en Afrique du Sud, et c'est important de faire la différence, mais en même temps, c'est important de mettre fondamentalement ces deux populations qui n'ont pas les mêmes droits, et une des populations qui pense qu'elle a des droits supérieurs et que c'est normal, et que toute solution doit passer par l'imposition de ce qu'ils pensent être leur sécurité, leurs intérêts, etc. Et là, on arrive à une impasse, et c'est ça qu'il va falloir casser. De cette idée que c'est une situation d'apartheid, ça n'implique rien sur quelle va être la solution. Moi, je suis incapable de dire aujourd'hui quelle sera la solution. Je peux dire qu'il n'y aura pas de solution à deux États, mais je ne sais pas comment va se faire. La fin de la colonisation de peuplement s'est passée de manière très différente en Algérie, en Afrique australe, dans certains pays. Il n'y a pas eu fin de la colonisation, il y a eu une victoire de la colonisation par l'extermination des autochtones. C'était le cas de l'Amérique du Nord, ça a été le cas de l'Australie, ça a été le cas de la Nouvelle-Zélande. De l'autre, ça a été la lutte armée et le départ des colons. En Afrique du Sud, ça a été par un compromis. Comment ça va se faire en Palestine, Israël?
toute façon, c'est les Palestiniens et les Israéliens qui décideront. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle, contrairement à ce qu'espèrent nos gouvernements européens qui veulent surtout ne pas regarder et qui espèrent que ça va se calmer, ça ne va pas se calmer. Il y aura des explosions. Il y aura des explosions qui seront déstabilisatrices pour la région. Et le statu quo n'est pas possible parce qu'un statu quo qui n'est pas fondé sur le droit et la justice est un statu quo qui n'est pas tenable. Merci. Merci beaucoup. Merci Alain Grèche. Avner Ben Amos, je me tourne vers vous. Je voudrais vous donner la parole maintenant. Vous êtes historien, professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv. Vous étiez spécialiste notamment, enfin des commémorations en France, mais aujourd'hui beaucoup de questions sur l'identité d'Israël. Je dois ajouter peut-être que vous militez depuis longtemps pour une société partagée et l'égalité civile des Palestiniens et des Juifs. Alors, je voudrais vous demander, au fond, un peu en historien aussi, pour poursuivre ce que disait Alain Grèche, qui repartait sur 1948, en disant, au fond, c'était comme ça dès le début. Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment on en est arrivé à une telle situation, à une telle mosaïque de statuts, absolument une multiplicité invraisemblable de statuts différents. Au fond, c'est très difficile de dire aujourd'hui, on commence à bien le voir depuis ce matin, ce que sont les Palestiniens en Israël et dans les territoires occupés. Avner Ben Amos, pour 10 minutes. 10 minutes, merci. Pour une question très compliquée aussi. Merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas juriste, je suis historien. Le titre de mon intervention, c'est Les Grands d'Israël, une mosaïque politique, justement, cette figure de mosaïque. Alors pour moi, le concept d'apartheid est à la fois trop étroit et trop large. Trop étroit parce qu'il fait référence uniquement au régime de, comme on l'a dit, de ségrégation raciale qui a été en vigueur en Afrique du Sud de 1948 à 1991. Trop large, parce que dans les dernières années, il s'est progressivement élargi. Il décrit aujourd'hui tout régime dans lequel existe une discrimination entre les citoyens fondée sur la race, la nation, la religion, le genre, l'appartenance ethnique, sociale ou autre. Alors cet élargissement l'a transformé en concept pourvu d'efficacité analytique. On n'entend pas. D'accord. C'est peut-être vous rapprocher du micro. C'est ça. J'ai dit que cet élargissement l'a transformé en un concept pourvu d'efficacité analytique. Alors, au lieu d'essayer d'offrir une nouvelle définition de ce terme, je vais d'abord mettre à profit ce court laps de temps qui m'est imparti pour décrire de façon relativement détaillée l'inégalité existante en Israël. Mon unité d'analyse sera le Grand d'Israël, c'est-à-dire les territoires contrôlés directement ou indirectement par Israël entre la Méditerranée à l'ouest et le Jourdain à l'est. Cette inégalité complexe est basée sur une distinction entre nations et pas entre des races. Et pour la décrire, j'utilise la figure de la mosaïque, car il s'agit de différents degrés, de différents types d'inégalité. Une des raisons de cette situation complexe est la politique israélienne consistant à diviser pour régner. Une politique constante qu'Israël applique vis-à-vis de la population arabe soumise à son pouvoir depuis 1948. Je commencerai ma analyse par l'Israël historique, c'est-à-dire le pays tel qu'il était dans les frontières, entre guillemets, de la ligne verte jusqu'en 1967. Au sein de ces frontières, il faut distinguer entre citoyens juifs et citoyens arabes.
Les premières ont tous les droits civils et politiques, tandis que les dernières sont aussi des citoyens, mais citoyens de seconde zone, à cause d'un certain nombre de lois, de dispositions et de règlements. 4 lois discriminent les citoyens arabes. La première, la loi du retour, promulguée en 1950, et qui spécifie que seuls les Juifs peuvent immigrer en Israël et recevoir automatiquement la citoyenneté israélienne. La seconde, la loi sur, entre guillemets, les biens des absents, également promulguée en 1950, et qui spécifie que l'on peut exproprier le bien des citoyens de la Palestine mandataire absents du territoire détenu par Israël depuis le 1er septembre 1948, c'est-à-dire le bien des réfugiés palestiniens. La troisième, la loi sur les nations datant de 2018 qui spécifie qu'Israël est l'État-nation du peuple juif et qu'il ne favorisera que l'implantation juive. La quatrième, la loi sur la citoyenneté, amendée en 2022, qui interdit d'octroyer la citoyenneté israélienne aux Palestiniens habitant Gaza ou la Cisjordanie et mariés à des citoyens israéliens. Il faut ajouter à cela 2 types de dispositions et de règlements discriminatoires. Les dispositions formulées de façon universelle mais affectant le citoyen arabe, comme celles destinées à privilégier les soldats libérés mais discriminent les Arabes qui, pour la plupart, ne servent pas dans l'armée israélienne. Un autre type de discrimination découle du soutien que le gouvernement apporte à des agglomérations et des régions spécifiques. Du fait de la ségrégation géographique entre juifs et arabes en Israël, il est très facile, par exemple, pour le ministère de l'Intérieur, d'aider les agglomérations juives par le biais de budgets spéciaux et de bloquer l'aide aux agglomérations arabes ou de limiter leur croissance par des moyens administratifs. Je tourne maintenant vers le Grand Israël, produit des conquêtes de la guerre de 6 jours. Il y a dans ces territoires une immense différence entre les citoyens israéliens, détenteurs de droits politiques et civils, et les habitants palestiniens, en ce qu'ils sont de sujets privés de tout droit. Mais même dans ces cas, il faut différencier entre différents types de Palestiniens selon la zone dans laquelle ils vivent. Premier groupe, les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. Après 1967, la circulation des Palestiniens entre la Cisjordanie et Gaza était en règle générale libre. Mais après le déclenchement de la première intifada, 1987, elle était progressivement réduite. Puis, 2007, suite à la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas, elle a été presque totalement interrompue. Il est vrai que les implantations juives ont été évacuées en 2005 et que les Palestiniens qui y vivent sont sous le contrôle direct du Hamas. Mais Israël contrôle la frontière terrestre de Gaza avec l'Égypte, ainsi que sa frontière maritime, son espace aérien. Gaza est en fait soumis à une sorte de siège, et seul Israël peut autoriser avec l'Égypte la circulation des hommes et des marchandises. En Cisjordanie aussi, comme dans la bande de Gaza, Israël contrôle entièrement les entrées et les sorties, ainsi que l'espace aérien, et limite la liberté de mouvement des Palestiniens. Mais la situation de ces territoires est plus complexe qu'à Gaza. Premièrement, parce qu'il règne en Cisjordanie une situation coloniale, du fait de l'implantation de citoyens juifs, de l'expropriation des terres publiques ou des terres appartenant à des habitants palestiniens et de l'exploitation des ressources naturelles au profit de cette même implantation. Deuxièmement, parce que depuis les accords d'Oslo et la création de l'autorité palestinienne, la Cisjordanie est divisée en 3 zones. La zone A, soumise au contrôle civil et militaire des Palestiniens. La zone B, soumise au contrôle civil des Palestiniens, au contrôle militaire des Israéliens. Enfin, la zone C, qui comprend environ 60% de la Cisjordanie et qui est soumise au contrôle civil et militaire des Israéliens. La situation des Palestiniens habitant cette dernière zone est la plus mauvaise car
En plus de l'expropriation de leurs terres, ils sont obligés de subir la violence quotidienne des colons de l'armée israélienne. Mais en fin du compte, tous les habitants palestiniens vivent sous le même régime militaire israélien. Tzahal agissant également à sa guise dans la zone A palestinienne. À l'opposé, les colons juifs, dépendant du système juridique israélien, peuvent participer à la vie politique du pays. En conclusion, entre la Méditerranée et le Jourdain vit une population de près de 14 millions de personnes, pour moitié juives, pour moitié palestiniennes. Israël est donc un État binational. Malgré l'équivalence démographique, la moitié juive domine clairement la moitié palestinienne, même si ces pouvoirs revêtent différentes formes, conformément au type de population concernée. Cette discrimination apparaît tout particulièrement en Cisjordanie et à Gaza, territoire dans lequel les habitants palestiniens sont privés de tout droit. Au dire d'Israël, il s'agit d'une occupation pour des besoins sécuritaires temporaires par essence. Mais après 55 ans de régime militaire, sous les auspices duquel près d'un demi-million de colons ont établi leur foyer en Cisjordanie, il faut se rendre à l'évidence qu'il s'agit d'un pouvoir colonial destiné à être permanent. On en trouve la preuve dans les lignes directrices du nouveau gouvernement israélien, selon lesquelles, je cite, « le peuple juif a un droit exclusif et indéfectible sur tout l'espace d'Eretz Israël, la terre d'Israël. » Fin de citation. Et les Palestiniens qui y habitent, pour le gouvernement, ils sont transparents. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Avner Ben Amos, et merci aussi de respecter le temps. Vous êtes absolument magnifiques tous. Rima Hassan, je me tourne vers vous. Et on a bien besoin, je pense, d'une juriste de droit pour essayer maintenant de démêler tout ça. Comment faire face à un tel imbroglio de statut? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au droit international? Comment est-ce qu'on peut comparer avec l'Afrique du Sud? Rima Hassan, alors je dis, vous souhaitez qu'on le dise et c'est bien, que vous êtes vous-même réfugiée palestinienne à l'origine, que voilà, vous êtes juriste. C'est aussi pour ces deux raisons que vous êtes là ce matin. Et comme juriste spécialiste de droit international, vous avez travaillé à l'OFPRA, à la Cour internationale d'asile, et vous êtes notamment, depuis 2019, donc depuis un peu plus de 3 ans, fondatrice et présidente de l'Observatoire des camps de réfugiés. Alors, Rima Hassan, aidez-nous vis-à-vis du droit international à y voir un peu plus clair. Est-ce que vraiment le terme d'apartheid s'applique? Jusqu'à quel point? Et bon, voilà, comment, enfin, de quelle manière s'emparer de cet instrument? Merci beaucoup. Je suis très... je suis à la fois ravie et émue d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais vous remercier de votre présence. C'est un sujet qui est très important et d'autant plus qu'il mobilisera à un moment ou à un autre les citoyens, citoyennes de notre pays, mais de tant d'autres pays. Donc merci de votre présence. Puis accrochez-vous, le déjeuner arrive bientôt. La journée va être un peu longue. Mais... Ah, vous voulez que je retire mon masque? Oui, je ne sais pas si... plus librement. Oui, ok, allez, merci, on le Rima. Il ne faudra pas m'en vouloir si je transmets quelques microbes. Allez-y, allez-y. Oui, donc je disais, alors je mets le chrono. Donc je suis très émue d'être avec vous parce qu'effectivement, ça a été dit en introduction, pour 2 raisons, avant de vous présenter le déroulé de ma présentation. Effectivement, je suis moi-même réfugiée palestinienne, donc je suis née dans le camp de Nerab en Syrie. Ma famille a vécu donc, dans sa chair la Nakba, donc, de mes arrière-grands-parents, mes grands-parents. Mes parents sont nés dans le camp. Mon père y vit encore, donc c'est encore très très concret aussi pour moi. Et donc, cette question de l'exil, je l'ai dit, je le redirai, je pense, jusqu'à la fin de mes jours, c'est la plus grande plaie de ma vie et de ma famille. Donc, et je suis émue. La deuxième raison pour laquelle je suis très heureuse et émue d'être devant vous aujourd'hui pour traiter de cette question, c'est que
J'ai presque envie de dire que l'intitulé de cette table ronde est un peu timide. C'est-à-dire qu'en 2015, je travaillais sur la qualification du crime d'apartheid avec une étude comparative du cas sud-africain, la qualification du crime d'apartheid donc en Israël, d'un point de vue juridique. Et en 2015, j'avais déjà matière, je n'étais pas la seule, j'ai rien inventé, mais en 2015, d'un point de vue, dans une démarche de recherche scientifique, j'avais déjà matière à qualifier ce crime, parce que c'est de ça dont il est question. Donc à mon sens, cette table ronde, il aurait presque fallu l'intituler Société d'apartheid, que faire pour la démanteler, quoi. Que faire pour démanteler cette société d'apartheid? Mais soit, peut-être qu'on se retrouvera dans quelques années autour de cet angle de table ronde. Donc pour introduire mon propos, je pense qu'il faut comprendre que dans ce conflit, on n'avancera pas si, malheureusement, on n'apprend pas à renoncer. Et les Israéliens, comme les Palestiniens, doivent renoncer à quelque chose. Les Palestiniens, ça a été dit, doivent renoncer à l'idée même qu'un État palestinien existe. Aujourd'hui, c'est la réalité du terrain, il faut le dire. Il faut arrêter de faire espérer les Palestiniens sur cette question. Et puis, les Israéliens doivent renoncer à quelque chose aussi, qui est que Israël ne pourra pas rester un État démocratique et juif en l'État. Et c'est de ce constat, en réalité, ou en tout cas, s'est introduite la question de l'apartheid. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, tout simplement, dans un état de fait de colonisation et d'occupation des territoires palestiniens, on est soit un État démocratique en intégrant les populations palestiniennes, et donc on fait société avec, soit on va hiérarchiser, institutionnaliser un régime de séparation entre le juif et le non-juif, et dans ce cas-là, on est dans un état d'apartheid. Donc Israël est aussi dans une logique de renoncement sur ses fondements, donc, qui est que la création d'un État d'Israël se voulait justement démocratique et un État ou un refuge pour le peuple juif. Donc c'est de là en réalité que part cette question de l'apartheid. Donc mon déroulé, il me reste 7 minutes, mon déroulé en fait va porter dans un premier temps sur presque les origines chronologiques et même les premiers moments en fait où on a commencé à introduire cette notion d'apartheid sans pour autant qu'elle soit encore entamée ou en tout cas introduite avec un travail de qualification juridique. Ensuite, mon deuxième point portera justement sur en quoi est-ce qu'aujourd'hui la question de l'apartheid relève d'une définition objective et autonome en droit international, c'est-à-dire que l'argument qui est que le crime d'apartheid ne fait que référence, à la situation sud-africaine, il faut le balayer. Et aujourd'hui, je vais vous outiller pour que vous puissiez le balayer de vous-même. Ensuite, on va juste donner quelques éléments concrets. Alors, ça a été dit, donc je vais peut-être être un peu plus bref sur cette partie, mais donner effectivement des éléments concrets de caractérisation de ce crime d'apartheid. Et je ferai en réalité, je me permets cette parenthèse, un tout petit point sur la question des réfugiés palestiniens, parce que vous l'aurez compris, du point de vue de mon titre aujourd'hui, en présidant l'Observatoire des camps de réfugiés, ma spécialité aujourd'hui et le plaidoyer, je pense, de ma vie, c'est la question des camps de réfugiés dans le monde, mais également, plus particulièrement, de la situation des camps de réfugiés palestiniens. Donc, la référence à l'apartheid, avant qu'elle soit effectivement... l'apartheid, voilà, c'est un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial, ethnique. Je reviendrai sur cette notion parce qu'elle fait aussi débat. Et pourquoi, effectivement, aujourd'hui, il faut l'apprécier de façon large, d'un groupe sur un autre. Les premières références à l'apartheid, c'est très important de l'avoir à l'esprit, qui sont d'abord introduites sous un aspect politique, idéologique, elles viennent de Ben Gourion. En 1967, c'est Ben Gourion qui dit « Israël deviendra un État d'apartheid s'il ne parvient pas à se débarrasser de sa population arabe ». Donc on est en 2023, Israël n'est pas parvenu à se débarrasser de sa population arabe et on est dans un État d'apartheid. 1987, Uri Davis, un universitaire israélien, consacre 2 ouvrages sur le sujet et introduit là aussi cette question de l'apartheid, sans pour autant, encore une fois, être dans une démarche juridique. Il faut bien distinguer les deux, et c'est pour ça que c'est important le travail qui a été fait par des organisations internationales telles que Amnesty, Human Rights Watch et B'Tselem, puisqu'ils font justement ce travail de qualification juridique,
qu'on ne peut pas contester. C'est-à-dire qu'on pouvait contester avant l'approche politique idéologique. Aujourd'hui, la qualification juridique, elle n'est pas contestable. En 2002, en Afrique du Sud, donc Desmond Tutu, l'archevêque et leader donc emblématique du mouvement de lutte contre l'apartheid, accuse Israël de pratiquer une politique d'apartheid à l'égard des Palestiniens. 2006, l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, dans son ouvrage intitulé Palestine, la paix, pas l'apartheid, pose le débat de manière résonnante. En 2010, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak déclare qu'Israël deviendra soit un État binational, soit un État d'apartheid. Le chercheur israélien Zev Sternel écrit le 18 avril 2014 dans Haaretz que la route vers l'Afrique du Sud a été ouverte et ne sera pas bloquée tant que le monde occidental ne présentera pas à Israël un choix sans équivoque, arrêter l'annexion et démanteler la plupart des colonies. Secrétaire d'État des Nations Unies d'Amérique, donc le John Kerry, avertit depuis 2014 qu'Israël pourra devenir un État d'apartheid si les pourparlers de paix échouent. Dernière référence, je l'ai cité récemment sur un plateau télé, Michael Link, rapporteur de l'ONU auprès du Conseil des droits de l'homme en mars dernier. Je le cite, « Sous les yeux de la communauté internationale, Israël a imposé en Palestine la réalité de l'apartheid dans un monde post-apartheid ». Je vous ai pris quelques références, il y en a pléthore, et donc c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'on était peut-être un peu en retard aujourd'hui sur l'intitulé de cette table ronde. Donc l'évolution de la définition objective et autonome du crime d'apartheid, bien sûr, elle s'inspire du cas sud-africain, c'est notre seule référence. Donc, bien entendu qu'il faut partir de là. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que cette définition est autonome, c'est-à-dire qu'elle est opposable à tout régime qui pourrait reproduire ce système ou ce régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe sur un autre. Donc rapidement, quelques dates sur la situation sud-africaine. Donc de 1950 à 1960, l'Assemblée générale se contente d'affirmer sa compétence à l'égard du problème que l'Union sud-africaine considère comme relevant donc essentiel de sa propre compétence nationale, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas à proprement parler sur cette question. À ce moment-là, les Nations Unies cherchent en même temps à obtenir une forme de coopération du gouvernement sud-africain pour qu'il modifie sa politique raciale. En 1963, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte sa résolution 181 visant à condamner catégoriquement la répression de l'opposition, visant à condamner la politique donc, sud-africaine et appelle tous les États à arrêter, notamment c'est toute la période où il y a eu l'embargo donc des armes qui avaient été donc, livrées à l'Afrique du Sud. C'est important d'avoir cette chronologie-là parce qu'il faudra voir à un moment donné de quoi et comment on pourra s'inspirer de ce récit justement sud-africain pour le cas israélien. Il faudra attendre 1968 pour que la désolidarisation, disons, sur le plan global avec la politique sud-africaine devienne d'ampleur internationale. Ça va se concrétiser avec la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est l'instrument juridique international majeur, mais il y en a d'autres que je vais vous citer tout à l'heure. Et en juin 88 se tient la conférence mondiale sur les sanctions contre l'Afrique du Sud. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Israël va, malgré à cette période, toutes les dispositions qui ont été adoptées par la communauté internationale de distanciation, disons, avec ce régime raciste, Israël va être un des rares États à continuer à soutenir le régime sud-africain, notamment en intelligence militaire, et va le soutenir bien au-delà du moment où il va y avoir les résolutions des Nations Unies qualifiant en fait, très concrètement le régime sud-africain de... Ah pardon, mais non. C'est vrai ? Mais oui. Oh,
Non, mais c'est pas possible. Bon, Oui, rapidement, donc en fait, en droit international, la référence faite à l'apartheid reste limitée. C'est pour ça que c'est très compliqué. Ça a été très compliqué de poser le débat. En fait, nous avons en réalité pas 3, mais 4 textes qui font référence à l'apartheid. La Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale en 65, donc elle a été citée. La Convention internationale sur l'élimination et la répression des crimes d'apartheid 73, elle a été citée. On a le statut de Rome qui a été cité en 98, mais on a aussi également le protocole additionnel aux conventions de Genève en 49 et le protocole donc, additionnel de 77 qui font également référence. Et c'est en fait tous ces instruments juridiques cumulés, mais essentiellement la Convention de 73 et le statut de Rome, qui vont faire du crime d'apartheid une notion juridique autonome et objective qui peut être opposable à Israël pour toutes... Non mais j'ai vraiment pas fini. Les raisons... Je sais. Oui, mais on reviendra avec les questions. Deux mots. Vraiment. Donc du coup, la question de l'apartheid israélien a été... je vous renvoie vraiment au rapport de... J'avais voulu faire un petit déroulé avec des éléments vraiment juridiques, mais effectivement, il se joue sur le plan politique, économique, sur l'expropriation, l'annexion des terres, les mesures de sécurité nationale qui sont opposées aux Israéliens. Elle est plus exacerbée en territoire palestinien occupé, mais moi, je suis de ceux qui pensent effectivement, et je termine sur ça, qu'aujourd'hui, l'apartheid est exercé à l'égard de tous les Palestiniens, également vis-à-vis des réfugiés dans la communauté à laquelle j'appartiens. Et voilà, donc je suis désolée, mais en fait j'ai plein de trucs à dire. Merci. Merci. Mon chrono. Alors, bien entendu, on pourra peut-être revenir dans les questions, on aura un petit peu de temps et vous aurez sans doute la parole, il y aura sûrement des questions pour vous. Peut-être qu'il y aura aussi une solution pour mettre un texte quelque part, un texte de référence. Je vous propose de mettre votre texte, si vraiment le Sénat ne pouvait pas l'héberger, on pourrait le mettre sur le site de la revue L'Histoire avec grand plaisir. En tout cas, je suis malheureusement obligée, pour laisser un peu la parole à la salle ensuite, de donner la parole à notre dernier intervenant. Mais merci pour ces précisions juridiques vraiment précieuses. Denis Charbit, alors il faut d'abord que je dise que très gentiment ce matin, vous avez accepté, enfin hier, soyons clairs, soyons quand même honnêtes, de remplacer Alain Dieckhoff qui ne pouvait pas venir, qui en était désolé, et vous avez accepté de sorte que vous interviendrez 2 fois aujourd'hui à notre demande, et je vous en remercie beaucoup. Vous êtes professeur de sciences politiques, alors du coup vous n'êtes pas historien, mais nul n'est parfait. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Et vous avez travaillé beaucoup sur Israël et ses paradoxes. C'est le titre d'un de vos livres en 2015 au Cavalier Bleu, spécialiste du sionisme, mais aussi des intellectuels français face à Israël. Alors vous aurez des choses peut-être à faire allusion aujourd'hui. Donc, vous avez, je vous donne la parole en dernier parce que vous souhaitez parler des conséquences, en quelque sorte, que peut avoir l'usage de ce mot. Qu'est-ce que ça change de dire apartheid, plutôt, vous nous avez dit que ça venait de loin, mais ça s'impose aujourd'hui un peu dans le discours, dans le débat public. Qu'est-ce que ça change d'accuser Israël d'apartheid? Denis Charbit, pardon. Merci beaucoup. Bien, alors effectivement, c'est au pied levé. Et comme on va parler de choses assez graves, et on parle de choses assez graves, vous me permettrez ce seul trait d'humour. Ce n'est pas faire preuve de suprémacisme et de domination juive et sioniste que d'être invité 2 fois dans cette enceinte de parler. Rassurez-vous, c'est vraiment par gentillesse que vous avez accepté. Merci. Et merci effectivement donc de m'avoir invité, et ne serait-ce que parce que s'il y a bien une chose, et je le dis à l'intention d'Esther Benbassa, s'il y a bien quelque chose qui me chagrine, et je ne crois pas être le seul à le penser, dans tous les forums, débats, colloques qui ont lieu sur Israël et la Palestine, c'est qu'en général, on pratique ce qu'on pratique dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'écho chamber, c'est-à-dire chacun s'écoute parler, on est très content, on se retrouve très content. Et là, vous avez fait le choix, et je vous en remercie, d'accepter l'idée de débats contradictoires, avec des sensibilités qui peuvent plus peser d'un côté comme de l'autre, mais au moins, voilà, le pluralisme est respecté, et on en a besoin. Et on en a d'autant plus besoin que je pense, et
au-delà de la dimension un peu scientifique, universitaire à laquelle je vais me livrer tout à l'heure. Mais il est vrai que, à bien des égards, et je parle surtout pour ceux d'entre nous, hein, pas tous, mais qui ont voilà, entre 60 ans et 70 ans, on n'a pas de quoi être très très fier du bilan du combat qu'on a mené. Le nationalisme palestinien se porte très mal, le nationalisme israélien se porte encore plus mal. À la différence, peut-être que les Palestiniens sont plus conscients que ça va mal, alors que les Israéliens ont le sentiment qu'ils ont le vent en poupe, encore que depuis un mois, voilà, ça commence un petit peu à s'ébranler. Et donc, je dirais qu'à bien des égards, mon travail a toujours consisté, même lorsqu'il est scientifique, historique, politiste, il est effectivement à rechercher les voies de la réconciliation. Je le montrerai également dans la deuxième intervention sur l'horizon binational, plutôt que, vous savez, de tomber un peu dans le piège de ce que Freud appelait les petites différences, c'est-à-dire précisément parce qu'on a des petites sensibilités un peu différentes sur la solution, par exemple, eh bien, c'est une guerre mondiale qu'on se livre, et au lieu d'unir nos forces qui sont malheureusement pas très très fortes, et vous le disiez tout à l'heure, eh bien, justement, essayons de plaider. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur cette question, c'est vrai que j'ai un chapitre dans ce livre, Israël, c'est paradoxe, où je travaillais sur les idées reçues. Israël pratique l'apartheid, en essayant de montrer, et effectivement, et très clairement, comme Rima Hassan, c'est vrai qu'à bien des égards, c'est en Israël que la discussion sur l'apartheid a commencé, avant même que Jimmy Carter ne s'en saisisse, ou avant même que Amnesty International ne fasse un rapport là-dessus. Avec une différence quand même, que je voudrais signaler parce qu'elle passe un peu à la trappe, mais encore une fois, c'est pour essayer de comprendre hein, le débat qu'il y avait en Israël qu'il y a encore en Israël à l'heure d'aujourd'hui de cette question-là. C'est que dans la perception que nous avons en Israël de l'Afrique du Sud dans le régime de l'apartheid, et également quand on se définissait à soi-même, même en dehors d'Israël, ce que c'est l'apartheid, au-delà de la politique raciale, racialiste, raciste du régime, c'était quand même aussi, ne l'oublions pas, l'idée qu'il y avait une minorité blanche de 10% qui exerçait son autorité sur 90%. Or, je veux le dire à des fins explicatives, si en Israël il y a eu un débat après 67 bien évidemment, sur la notion d'apartheid, c'est parce que et on parlera des projections démographiques avec Yosef Courbage, c'est qu'on se disait, mais on va arriver, et on est presque arrivé. Alors, vous incluez Gaza, hein, quand on dit qu'il y a 7 millions de Palestiniens, 7 millions de Juifs, ça inclut Gaza. Israël fait un blocus, c'est vrai, mais il peut faire un blocus sur un autre pays sans pour autant dominer même s'il le domine de facto, mais en tout cas pas sous forme d'occupation. Mais même s'il y a, encore une fois, si la question de l'apartheid se pose, et se pose encore en Israël, c'est parce que la perspective, effectivement, de se retrouver dans la situation à l'africaine du Sud, qu'une minorité, de Juifs en l'occurrence, exerce son autorité sur une majorité, en l'occurrence de Palestiniens. C'est-à-dire que la discussion sur l'apartheid en Israël était toujours de l'ordre de la projection. Vous ne trouverez très, très peu, en tout cas dans les années 80, 90, 2000, très peu d'Israéliens dire c'est un état d'apartheid. Aujourd'hui, non, c'est en termes de projection future. Si on continue d'exercer notre domination, il y aura une minorité de Juifs qui exerceront son autorité sur une majorité de Palestiniens. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, et là, c'est vrai que je suis heureux de la présence du directeur d'Amnesty International, parce que il faut bien comprendre que cette stratégie, elle s'inscrit dans une évolution des relations internationales. Ce n'est pas spécifique à Israël. En Israël, on croit qu'on s'en prend qu'à Israël, mais ce n'est pas vrai. C'est cette stratégie qu'on appelle en anglais de bashing, c'est-à-dire ou de shaming, c'est-à-dire de faire honte. Voilà, on met au pilori, faute peut-être que le rapport de force militaire n'étant pas favorable, on met au pilori le pays en question en lui appliquant voilà, un mot qui, bien évidemment, le débat, enfin l'accusation n'a d'intérêt que parce qu'elle touche une société qui va se sentir mal à l'aise. Voilà, il faut bien, je veux dire, si on était la Chine, j'imagine un rapport disant la Chine pratique une politique d'apartheid, je pense que les Chinois, ça ne lui toucherait pas. En Israël, bien sûr que ça touche parce que on a une haute image de nous-mêmes, une haute estime de soi, et que, voilà, alors on va avoir des stratégies de rétorsion, on va avoir de la rationalisation, on va expliquer pourquoi, que ce n'est pas la même chose, etc.
moi, la question que je me pose, et encore une fois, je le fais effectivement non pas dans une intention polémique, mais dans une intention de faire avancer la cause de la réconciliation israélo-palestinienne. Eh bien, je dirais que deux choses. La première, bon, j'ai écouté vos propos, et je me disais que si j'avais ignoré initialement qui vous étiez, j'aurais pu penser que vous étiez le représentant d'une organisation palestinienne. C'est-à-dire que vous ne tirez plus parti de cette position de neutralité qui est celle d'Amnesty International, certes qui s'engage, mais en reprenant intégralement sans prendre de distance. Et c'est là où je veux en venir au point essentiel, s'il me reste encore 2 minutes. 3 minutes, merci Valérie. Le premier point est le suivant. On a un proverbe hébreu qui vient du Talmud, et ce n'est pas dans la Bible, et ce n'était pas une promesse divine, mais c'était Rabbi Akiva qui vivait en terre d'Israël. Malasot. Ce proverbe dit « Tafasta l'omerube, lo tafasta, tafasta meat tafasta ». Je traduis littéralement « Tu as pris large, tu as pris gros, tu n'as rien pris, tu as pris petit, tu as pris, tu as saisi ». Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'emploie ce proverbe-là, qui est très utilisé dans l'hébreu également contemporain? Parce qu'à vouloir élargir la catégorie de l'apartheid à l'État d'Israël, en multipliant, et je l'ai bien entendu, toutes les stratégies de concession rhétorique, qui consistent à dire, oui, non, mais bien sûr, ce n'est pas exactement la même chose, on ne parle pas de ça, mais à vouloir étendre à la catégorie d'Israël, à l'État d'Israël, avec toutes les discriminations que vous avez citées, que Avner a repris, dont une grande partie, la loi sur les absents, c'est l'héritage de la guerre d'indépendance. C'est pas né dans un contexte d'une Knesset, etc. C'est né dans un contexte de guerre qui n'a jamais été résolu. Eh bien, vous perdez, me semble-t-il, la capacité de peser sur l'opinion israélienne. J'ose espérer ou j'ose imaginer que le même rapport, et j'ai lu les 300 pages du rapport, concentré exclusivement sur la situation dans les territoires occupés, aurait pu susciter un débat dans l'opinion publique israélienne, précisément parce que vous n'auriez pas cherché à vous emparer de tout, mais à vous emparer, je dirais, du maillon faible. Le maillon faible de l'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est l'occupation. Les gens se posent des questions. Pas tous, il y a une majorité à la Knesset qui montre bien le contraire, mais on parlait des élections. S'il y a 2 330 000 qui ont voté pour la coalition de Netanyahou, il y a 2 200 000 qui ont voté contre la coalition de Netanyahou, qu'ils aient été élus, qu'ils aient passé le seuil d'éligibilité ou pas. Donc, ce n'est pas complètement perdu d'avance, et je rejoins le propos de Sylvain Sipel à cet égard. Mais au lieu de pouvoir susciter un vrai débat sur l'apartheid, en admettant cette hyperbolisation, mais à des fins rhétoriques qui peuvent parfois être payantes, eh bien, à force d'élargir et en y incluant Israël, et encore une fois, sans nier les discriminations, mais je pose la question, peut-être pour terminer sur un point d'interrogation, est-ce qu'une discrimination peut être équivalente à un crime inhumain? Voilà. Merci. On va laisser, puisqu'il est mis en cause, Jean-Claude Samouillet rapidement, parce qu'ensuite on laisse... Oui, vous aurez la parole, pas de problème. Jean-Claude Samouillet, qui était mis en cause, a 1 minute pour répondre. Vous citez la Chine qui se moquerait de ce qu'on pense d'elle. Pas du tout, c'est complètement faux. Il suffit de voir le travail de Michel Bachelet, qui a remis son rapport dans le Xinjiang un quart d'heure avant la fin de son mandat, pour savoir que la Chine est très très préoccupée de l'image qu'elle donne sur le plan international. Donc j'écarte cet argument. La deuxième chose, vous dites qu'Amnesty ne cherche pas la neutralité, mais on n'a jamais cherché la neutralité, on cherche l'impartialité, ce qui est une chose qui est complètement différente. Et ensuite de ça, c'est vrai que si ça ne vous arrange pas qu'on parle d'apartheid en Israël, il ne faut pas se pencher sur Amnesty. Amnesty dénonce toutes les violations, où qu'elles soient commises, par qui elles sont commises. Et on n'est pas là pour susciter un débat sain au sein d'Israël, on est là pour dénoncer les violations des droits humains. Et on ne sortira pas de cette position. Oui, tout de même, oui, bien entendu, vous avez raison de le préciser, je crois, mais la question, évidemment, je vais vous donner la parole, reste celle de l'assimilation de statuts différents dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire de mêler dans le même rapport, même si ça n'est pas tout à fait mêlé dans le rapport que j'ai lu, de mêler des situations qui restent quand même très différentes.
Hein. Le fait voilà. que la langue arabe ne soit plus une langue nationale depuis 2018, le fait qu'il y ait des déplacements forcés de populations bédouines dans le Nakab et le Negev, ce sont des discriminations graves. Le déplacement forcé, c'est... Désolé, le déplacement forcé que est un l'arabe crime. ne soit plus langue nationale. Attendez, j'étais le premier, j'ai écrit là-dessus, personne ne peut me reprocher. Je condamne et je pense que c'est une loi scélérate que cette loi sur l'état-nation du peuple juif, là-dessus, je crois être clair. Ça n'en fait pas un crime inhumain. Voilà. Et c'est ça la définition de la Convention de l'apartheid. Le déplacement forcé est un crime contre l'humanité. Oui, peut-être. Bien sûr, le déplacement forcé, oui. Alors, on est là aussi pour distinguer discrimination, crime inhumain. On vous laisse, je laisse la parole. Alors, 1, 2, 3, 4, 1 minute chacun, monsieur. Oui, très brièvement. D'abord, j'apprécie le fait que Denis Charbit défende son analyse. C'est la moindre des choses, même si je ne la partage pas. Il y a un point qui me gêne, qui est un point d'analyse. Bon, en gros, qu'il y ait apartheid en Cisjordanie, qu'il y ait apartheid même à un degré différent, mais à Jérusalem, c'est même pas la peine d'en discuter, c'est une évidence. Le vrai débat, avec nos amis qui ont des hésitations, il porte sur Israël. Et ce qui m'a gêné, Denis, on peut se tutoyer, puisque dans les débats, on se tutoie quand on affronte nos opinions, c'est que tu dis c'est dans le futur. C'était vrai dans les années 80-90, c'est dans le futur qu'on redoutait. Mais depuis la loi État-nation, on est dans l'apartheid gravé constitutionnellement. Première remarque. Deuxième remarque, parce que tu pourrais me dire, c'est 2018, c'est pas loin, quoi. D'accord. Mais la loi sur la terre, qui est, à mon avis, l'argumentation la plus forte sur l'existence de discrimination d'un caractère d'apartheid en Israël, la loi sur la terre, elle date des années 50. Et elle n'a pas été modifiée, contrairement à ce qu'on dit. Il y a eu une réforme libérale, mais qui n'a pas modifié l'impossibilité pour un Palestinien d'Israël d'acheter une maison ou une terre ailleurs que dans les terres qui sont 7%, je crois, même pas, les terres arabes en Israël. Donc il y a un problème d'analyse dans ce que tu dis. C'est pas le futur, c'est le présent. Alors, il y a un conflit national, il y a un plus fort, il y a un moins fort, il y a un discriminé, il y a un discriminant. Là-dessus, on est bien d'accord. Je ne crois pas deux choses. D'abord qu'il faille entendre une sorte de légitimation sourde de l'Afrique du Sud dans les années d'apartheid pour dire aujourd'hui c'est pire ce qui se passe en Israël même. Premier point. Deuxième point, je prends l'État-nation et encore une fois, je condamne cette loi. Cette loi, elle ne dit pas que le peuple juif a un droit d'autodétermination sur la terre d'Israël, mais sur l'État d'Israël. Okay. Et c'est une différence, et vous l'avez cité tout à l'heure, cette distinction, c'est Sylvain Sipel, cette différence entre l'État d'Israël. Alors, là-dessus, cette question, on peut ne pas être d'accord, mais l'idée de dire que le droit d'autodétermination du peuple juif... Denis, rien ne définit les frontières de l'État d'Israël. Voilà le problème. Mais la notion d'État d'Israël est distincte, c'est pas Eretz Israël. Eretz Israël, là, j'aurais dit, c'est même une condamnation de toute négociation future. Si l'avertissement consiste à dire l'apartheid, on y est. Là, on nous dit l'apartheid, il existe depuis 1949. Et là, on va, comment dirais-je, dans une totale contradiction avec des tas d'indicateurs dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est bien normal, sur la condition des Arabes israéliens, des Palestiniens d'Israël en Israël. Ça aussi, ça fait partie du verre à moitié vide. J'ai trouvé, je pense que il serait plus intelligent d'être un peu politique et de ne pas être uniquement... Parce qu'au départ, il y aura des juristes pour résoudre le conflit, mais ce sera d'abord une résolution politique et il faut être politique. Merci. Alors, monsieur... Oui. Non, c'est pour moi, je crois. Non, j'interviens là. Loi israélienne qui a été votée en 2013 mais qui est renouvelée tous les ans, qui s'appelle la loi État-nation. Donc 4 intervenants l'ont cité, notamment Avner. Est-ce que vous savez qu'une loi similaire, elle existait en Afrique du Sud contre le regroupement des Noirs dans les endroits où il y avait des Noirs qui travaillaient pour les Blancs. Et cette loi, elle avait été retoquée par la Cour suprême israélienne en 1980. Et là, maintenant, elle est effective et elle est votée, revotée tous les ans en Israël. Donc, même quand il y a comparaison avec l'Afrique du Sud,
de la question de l'apartheid, je crois qu'Israël bat tous les records, même si dans les rapports de B'Tselem, de Human Rights Watch, de Amnesty International, mais également de Yesh Din, qui est une organisation israélienne qui a fait ce travail sur l'apartheid, personne ne fait la comparaison avec l'Afrique du Sud. Il parle des 3 ou 4 choses qui déterminent le crime d'apartheid. Monsieur, s'il vous plaît, pour 1 minute. Voilà, je suis d'accord avec la notion d'apartheid. Présentez-vous peut-être. Hein ? Présentez-vous peut-être. Enfin, voilà, si donc je suis de l'Union juive française pour la paix et de la campagne BDS France. Voilà, je suis d'accord avec la centralité de la notion d'apartheid, mais je veux interpeller quand même sur le pourquoi de cette centralité, parce qu'il y a des mots pires qu'apartheid qui peuvent caractériser le régime israélien. Il y a épuration ethnique, sociocide, colonisation de peuplement. Comme ça a été dit, la différence avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le projet d'apartheid, c'était quand même de continuer à exploiter économiquement la population noire. Alors qu'en Israël, c'est tout autre chose. Il ne s'agit pas d'une exploitation économique des Palestiniens, mais il s'agit de les remplacer par une autre population. Et alors, à mon avis, une raison de la centralité du mot apartheid, c'est que d'abord, pour l'opinion publique internationale, c'est une image marquante, voilà, ça mobilise les gens. Et ensuite aussi, c'est que ça expose à des sanctions juridiques très importantes. Les auteurs de crimes d'apartheid peuvent être arrêtés quand ils voyagent dans un autre pays. Il y a ce qui s'appelle la compétence universelle. C'était le cas en Belgique et c'était le cas en Angleterre. Hein. Il y a des auteurs de crimes d'apartheid. Ils sont arrivés en avion. Ils ne pouvaient pas sortir de l'avion, sinon voilà, ils étaient arrêtés. Merci, voilà. Donc, et le deuxième point, c'est très rapide. On y reviendra. On y reviendra. C'est la question. Attendez. Mais vous avez raison, ce crime est opposable. Quand on parle d'apartheid, ça débouche automatiquement. Je ne vais pas m'étendre. Hein, ça débouche automatiquement sur l'idée du boycott des investissements, sanctions. Qu'est-ce qu'en pensent les personnes à la tribune? Voilà. Alors, oui. Alors, on va prendre, s'il vous plaît, tenez bien 1 minute. Alors, oui, monsieur. voilà, le plus rapidement possible. Ensuite, là-haut, c'est... Ça va peut-être surprendre, mais je suis Gilles Manseron, Ligue des droits de l'homme, collectif Trop c'est trop, voilà. Et je dirais, même si ça peut surprendre, que je suis d'accord avec l'analyse juridique de Rina Hassan, hein, par rapport aux conventions internationales et tous les textes auxquels elle a fait référence. Et je suis d'accord en même temps, et je comprends fortement les remarques de Delphine Orveller par rapport à l'effet que produit l'emploi de ce terme. Et on a besoin d'une approche de droit international, on a besoin des juristes, c'est clair, mais on a besoin aussi des historiens et d'une approche historique. Et parlant notamment au nom d'une association qui est née au moment de l'affaire Dreyfus, dont il y a eu un président, Victor Bach, qui s'est dit sioniste. Il s'est dit sioniste, mais il disait en même temps, c'est pas pour les Juifs de France, hein, à eux de vivre dans une république en demandant des droits. Mais c'est valable pour ceux qui fuient des pogroms. Et dans l'histoire de ce qui a donné le Yishuv, le foyer national juif et tout ça, et la suite, il y a une idée de refuge. Voilà. Donc ça me semble incontournable. Il faut faire rentrer l'histoire dans cette réflexion. Rapidement. Monsieur Lao. Oui, alors, rapidement. Rima, moi j'entends, donc je pense que vous avez vu le débat. Je n'ai pas votre nom du coup. Gilles Manseron. Oui, donc faites référence au débat qui s'est tenu donc lundi. Donc moi j'entends que le terme apartheid puisse effectivement heurter dans le sens où effectivement ça fait référence à un passif qui est très chargé, mais là, on court vers quelque chose d'encore plus dangereux, c'est en ne nommant pas les choses. Parce que si on n'a pas les mêmes références, et quand on parle là d'apartheid, enfin du travail que moi je fais, mais que les historiens font, c'est qu'on a besoin, j'ai utilisé ce terme, mais je le réutilise aujourd'hui, on a besoin de boussoles
communes. Les boussoles communes, ce sont des faits historiques et ce sont justement des éléments factuels, des analyses juridiques qui nous permettent de nous retrouver et de mettre de côté parfois l'affect. Donc là où c'est dangereux précisément, c'est si on ne nomme pas les choses et si on ne se réunit pas sur des notions qui fassent consensus. Et le droit permet de retrouver ce consensus, l'histoire permet de retrouver ce consensus. Merci beaucoup Rima. Denis. 2 phrases. Oui. Et une phrase polémique. Je consens, je vais faire une grande concession, je consens à considérer qu'Israël est un État d'apartheid si dans tous les manuels d'histoire, on considère que la France, la 3e et la 4e République étaient également des États d'apartheid. Il faut être logique. Voilà. Et je le dis par rapport à Gilles Manseron qui a travaillé, et je me permets d'associer à mes propos la mémoire de Bernard Ravenel avec laquelle j'avais travaillé. Alors, le deuxième point, et la deuxième phrase, et cette fois-ci je voudrais essayer d'être bien compris. Toutes ces accusations qui sont fondées, je le répète, je le dis solennellement, qui sont fondées. Elles sont difficilement audibles parce que, vous le savez bien, la légitimité même de l'État d'Israël n'est pas acquise. Comment voudriez-vous que les Juifs en Israël et une grande partie des Juifs de la diaspora ne soient pas dans cet état de malaise quand ils savent que la concession que vous leur demandez sur la reconnaissance de l'État d'Israël comme État d'apartheid s'appuie sur un fond que vous ne pouvez pas nier, que personne ne peut nier, y compris Amnesty International, sur une contestation depuis le début, depuis 1947, de l'existence d'un État qui s'appelle l'État d'Israël. Dans ce contexte-là, c'est pas possible. Merci. Alors, j'avais promis la parole à... C'était à monsieur là-haut. Oui, bonjour. Mohamed Maswadi de la mission de Palestine. Ma question au dernier intervenant, désolé monsieur, j'ai pas bien entendu. Denis Charbit. Monsieur Charbit, ma question, vous avez dit tout à l'heure que le fait d'utiliser le mot ou le terme apartheid, ça risque de ne pas peser sur l'opinion publique israélienne. Alors, à votre avis, pour les Palestiniens, pour qu'ils pèsent sur l'opinion publique israélienne, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Je vais dire à Valérie Hanin, je voudrais arrêter de parler parce que je ne veux pas monopoliser, je sens que... Voilà, oui, bon, mais alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qui pourrait peser, c'est une appréciation, je peux me tromper, c'est une stratégie de non-violence civile. C'est ça qui pourrait convaincre la population israélienne. C'est mon sentiment. Mais attention, apartheid appliqué à l'État d'Israël. Les territoires, là-dessus, on n'a pas de différent. Oui, je vous donne la parole. Monsieur et Alain ensuite. Alors, monsieur qui a demandé la parole, allez-y. Alors du coup, moi, je vais éviter d'être polémique. Je vais un peu rejoindre monsieur Charby. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la stratégie politique. Et je reviens pour le coup à l'Afrique du Sud sous un autre angle. C'est entre 91 et 94. Je vous rappelle ce qui s'est passé. Je vous invite à relire ce qui s'est passé. Il y a eu des moments extrêmement violents quand même dans la transition politique et démocratique qui a mené à la nation arc-en-ciel. C'est un pays compliqué et j'ai eu la chance de le visiter en 96. Mais je nous invite tous à regarder ce qui s'est passé entre 91 et 94. Ça n'enlève rien à ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine. Tout à fait. Mais soyons vigilants, soyons vigilants. Merci, parce qu'il y a des gens qui exploitent aussi la sémantique. Merci. Merci, monsieur. Alain Grèche. Oui, mais voilà, 1, 2, 3. Juste voilà. Un mot pour quelqu'un qui est sur le terrain. Pensez à une stratégie non violente, alors que n'importe quelle manifestation, même pacifique, l'armée tire dessus, me semble réellement relever de l'utopie absolue. Et je veux dire, on n'arrête pas de dire aux Palestiniens... On n'arrête pas de dire aux Palestiniens manifester pacifiquement et on tire. Mais je voudrais dire, il y a quand même une question, effectivement, Denis Charbit a raison, il y a la question de la légitimité de l'État d'Israël. Moi, ça ne me pose pas de problème de la poser. J'ai dit, le mouvement sioniste a été un mouvement colonial, que les Européens, les Américains, se soient servis de ça pour déverser les réfugiés juifs parce qu'ils refusaient de les accueillir, il faut rappeler, parce que les États-Unis se sont refusés. Chaque fois que les Juifs ont eu la possibilité de choisir où ils voulaient aller, ils allaient aux États-Unis, jamais en Palestine, même les Juifs soviétiques. Et il a fallu que les Israéliens imposent la fameuse étape de Vienne et l'impossibilité d'aller directement aux États-Unis pour que les Juifs soviétiques aillent en Israël. Et donc, je veux dire, après le fait que ce soit un État qui est né d'un mouvement colonisateur, je veux dire,
Je dis, les États-Unis aussi sont nés d'un mouvement colonial. Monsieur, voilà. Oui, merci beaucoup. Là, je crois, Madame, vous vouliez... Oui, juste sur la question de l'apartheid, pour sortir, Sadia Aksous, chercheur Israël-Palestine, pour sortir un peu, et juste sur la question du colonialisme, il faut voir l'expérience aussi australienne. En fait, les Sud-Africains vont prendre comme modèle ce qui a été fait dans Queensland, en Australie, contre les aborigènes. Donc, ce n'est pas une question, une essentialisation sud-africaine. C'est lié à toute cette mouvance coloniale qu'il faut regarder. Je suis très content d'avoir les collègues israéliens, mais j'ai envie de poser une question. Si on continue dans cet état, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la légitimité d'Israël et des Israéliens? C'est ça qui va creuser la tombe. C'est cet état-là, c'est cette politique. Donc voilà, c'est une question aussi. Merci. C'est pas parce que sinon on est toujours dans le chantage. Non, je suis pas fier, hein. Je veux dire, Alors, pas de souci. Allez-y. On a encore Ma question était exactement dans la même ligne que celle qui vient d'être posée. Elle est tout à fait simple. Moi, j'ai bien entendu, comment dire, la thématique fondamentale du pourquoi il ne faut pas dire le mot apartheid. Comme on dit dans la presse israélienne, le terme A. Hein, le mot en A. Bon. Alors, j'ai compris. Et ma question, elle est simple. Qu'est-ce qui ferait que ce serait plus possible de ne pas le dire? À quel moment vous pourriez dire, bon, d'accord, oui, il y a un apartheid. Qu'est-ce qu'il faut encore pour pouvoir le dire? Parce que moi, je le lis tous les jours dans Haaretz, ce mot-là. Mais vous, combien de temps encore pouvez-vous rester sans le dire? Premièrement, j'ai dit que je l'employais pour la question de la Cisjordanie. Non, mais j'ai entendu, mais maintenant c'est fini. Okay. Non, mais depuis le rapport B'Tselem, c'est fini. Je ne vais pas répondre complètement, je vais simplement faire une confidence privée. Le soir des élections, mon épouse et moi, on s'est regardés, on s'est dit, c'est quoi nos lignes rouges? On n'a pas encore trouvé de réponse, mais c'est un débat, effectivement, qui aujourd'hui nous interpelle. Oui, voilà. Merci. Madame la sénatrice voudrait poser une question. Ce sera peut-être la dernière, non? On a jusqu'à... Non? Alors, si Esther Benbassa. C'est vous, Madame la modératrice, qui décide. Bon, moi, c'est pas à moi de prendre parti, puisque je suis l'organisatrice en partie de ce colloque, mais je ferai quelques remarques quand même, parce que j'ai un avis aussi. Monsieur Gray, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis historienne du sionisme, scientifique, pas partisane. L'historienne du sionisme, si vous regardez l'histoire, au départ, d'abord, cet État, vous dites qu'il n'est pas légitime, je ne suis pas d'accord avec vous, mais deuxièmement, je dirais que c'est vrai, ni Herzl, ni les autres n'ont pas voulu faire attention à la présence des Arabes lorsqu'ils sont venus dans cette terre. Ahadam et Nordau avaient déjà attiré l'attention que ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, ce sera le problème de l'avenir. Ça, c'est quand même dit, d'accord? Il ne faut pas ramener Israël à la Shoah, parce que Israël n'a pas été fondé parce qu'il y a eu la Shoah. Le projet datait quand même du 19e siècle. Donc, ne mélangeons pas tout. Je m'arrêterai là, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, Monsieur Charby, d'abord, quand on utilise le mot Eretz Israël, vous savez bien, les Arabes, les Palestiniens n'y sont pas dans Eretz Israël. C'est le mot qui est utilisé quand quelqu'un part, prend son avion, il dit « je vais à Eretz Israël ». D'accord? Et les religieux encore plus. Les semi-religieux aussi. Tout le monde parle d'Eretz Israël. Alors, quelle serait la place, n'est-ce pas, des Palestiniens dans cet Eretz Israël? Moi, je suis plus attentive que vous à la disparition de la langue arabe. Moi, j'ai grandi en Israël et partout, je suis plus âgée que vous, j'ai grandi en Israël, partout, il y avait les deux inscriptions. Les deux, en arabe et en hébreu. D'abord, dans certains endroits, dans la nature et tout, les villages, etc., on a changé leur nom arabe en nom israélien. Vous le savez mieux que moi. Bon, d'abord, il y a un projet
de ne pas accepter les Palestiniens. Ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, ça ne fait que, disons, augmenter et encore plus. Parce que les Palestiniens sont, bien sûr, dans le désespoir. Il n'y a aucune solution actuellement. Et puis, en parlant d'apartheid, ce n'est pas parce que les Juifs français ne sont pas d'accord avec le mot, ou les Américains, les Américains, ils sont beaucoup plus ouverts que notre judaïsme français. Et néanmoins, ce mot, il faut lui donner un sens. Ce n'est pas parce qu'il est en Palestine, en Cisjordanie seulement, là, que l'apartheid se développe davantage en Cisjordanie, qu'il faut se dire « Ah non, en Israël, il n'y a pas. » Il y a des discriminations, c'est vrai, mais la Cisjordanie est occupée par Israël. Et les territoires, donc l'ensemble des territoires. Donc, quand on fait cette distinction, soyons, disons, plus clairs pour que les gens comprennent. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire. Avner Ben Amos voulait dire, et on a encore 3 minutes. Bon, alors, Avner. Oui, à propos de cette question de compréhension, on a d'un côté une situation très complexe entre Méditerranée et le Jourdain. D'autre côté, on cherche un mot pour expliquer. Je me demande, est-ce que le mot apartheid est bon pour expliquer tout? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut utiliser peut-être autres mots, nation, nationalisme, qui est assez mal, et le mot colonialisme. Colonialisme, pour moi, c'est pire que l'apartheid. Si vous vous souvenez de l'Empire belge, Congo, l'Empire britannique en Inde, on ne parle pas de la France, alors la situation est plutôt situation coloniale et le sionisme, c'est l'amalgame entre un projet national et un projet de ce qu'on appelle le settler colonialisme, c'est-à-dire colonialisme du peuplement. Si on comprend ça, on commence à comprendre ce qui se passe maintenant en le Grand Israël. Merci beaucoup. Elias Samba. Juste une phrase en suivant tout ce débat, m'est revenue une phrase de Rabelais qui dit « Vous qui craignez les choses dites, quand donc craindrez-vous les choses signifiées ?» Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Pour deux. Non, on va à la tribune, je crois, non? Non, mais. Oui, là, c'est. Mais là, C'est qu'on a un micro pour deux. Non, on va à la tribune, je crois, non? Non, mais. Oui, là, c'est. Mais là,